Bonjour tout le monde, un petit vidéo pour la poursuite de la démo de mon framework. Si vous n'avez pas vu le vidéo 1, vous ne comprendrez rien. Il faut aller voir dans la description, il y a le lien pour le premier vidéo. Je reviens sur le vidéo numéro 1 avec le bug d'histoire des taxes. Là. En fait, c'était plus ou moins un bug. J'étais un peu stressé. J'avais rentré des données un peu au hasard. Là. Puis après avoir regardé ça à tête reposée, je me suis rendu compte c'est que je rentrais un montant trop petit pour le nombre de nuitées par rapport aux frais de déjeuner. Ça veut dire que mes frais de déjeuner étaient quasiment le prix total. Puis là, c'est pour ça que j'avais une taxe négative. Il y a effectivement un problème, mais c'est pas vraiment un bug. C'était logique dans le contexte, mais peut-être qu'un jour, je vais mettre un message d'avertissement qui va dire ben, votre montant devrait être plus élevé juste pour éviter certaines erreurs. Je vais revenir là-dessus. Je ne ferai pas de démo de ça, là. C'est juste pour ceux qui auront remarqué le problème. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, le décor, je me suis pas tenté un décor, là, c'est juste mes chums qui en regardent ça un peu, là, puis le monde que je connais, si vous tombez là-dessus, je suis dans ma chambre, ici, mon bureau dans ma chambre, ça veut dire que j'avais besoin de cacher un peu de lumière, puis cacher mes choses en arrière. Ça veut dire que j'ai mis une petite toile en arrière. Ça veut dire que puis, première vidéo, c'était la première fois que je filmais du code à l'écran, là. Puis, j'avais fait des tests, j'avais regardé mon vidéo locale. Tout était beau, mais quand j'ai transféré sur YouTube en 4K, machin chouette, qui a pris des heures, là, ça a pris 10 heures réussir à transférer ça sur YouTube. Mais je me suis rendu compte il parle de 4K, machin chouette, mais il transforme la qualité, puis c'était pas super évident. Ça veut dire que là, j'ai essayé on teste, hein, on est en opération, on est des programmeurs, on est dans la vie réelle. Là, j'ai augmenté la taille de mes caractères dans mon éditeur de code en espérant que ça va être correct, là. C'est parce que refaire les vidéos et tout, puis là, ça me tentait, j'avais du temps. J'ai encore bien du temps relax ce temps-ci. Là, j'ai des clients, mais souvent c'est de plusieurs jours, puis je suis pas full. C'est que ça me tentait de faire ça. Ça veut dire que je me présente Danny Vézina. Moi, j'ai un gîte touristique à Capcha. Puis, c'est ça, je suis un ancien programmeur. J'ai fait 22 ans de développement informatique professionnellement. J'en ai fait un peu dans les 9 dernières années ici. Mais surtout pour moi-même, ça veut dire que je ne suis pas up-to-date en informatique comme certains. Mais j'explique un peu ce que j'ai fait. Puis, si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Puis, mon code, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité infuse. Puis je suis peut-être pas tout à fait à jour, mais ça donne un bon exemple pour les gens qui veulent savoir ce que j'ai fait avec mon gîte. Puis les gens qui aimeraient apprendre un peu de notions informatiques. Puis tout ce que je vais dire, tu sais, je vulgarise les choses un peu. C'est pas forcément tout entièrement vrai, là. Ça fait partie du concept de la vulgarisation. C'est que pour expliquer des concepts simples, il faut des fois tricher un peu là, pour rendre ça accessible. Ça veut dire que si vous êtes un professionnel de l'informatique, vous m'entendez dire des choses qui sont vraies à 75%, c'est juste normal. Là. Grosso modo, ce que j'expliquais, c'est que je voulais mettre à jour mes disponibilités sur mon site web. Puis j'avais décidé d'y aller avec une approche de créer une image. Puis le dernier coup, je n'avais pas trouvé rapidement l'image. Là, je reviens là-dessus. Ça, c'est mon template d'image. Puis je vous explique un peu les problématiques que j'ai vécues en partant. Ça veut dire que je n'avais jamais vraiment fait de traitement d'image, là, quelques fois, mais des affaires bien sommaires. Mais j'ai rencontré rapidement des problématiques qu'il a fallu que je règle, des choses que tu penses pas, puis t'es juste en cours de route. Grosso modo, comme je disais, je faisais ça dans Number, qui est un Excel, je faisais ça à mitaine avant, puis j'ai reparti de mon template. Ça veut dire que ça, c'est que ce que vous voyez à l'écran, ici à droite, où ce que vous voyez la souris, c'est mon template. Puis qu'est-ce que je vais faire par programmation? C'est pas compliqué, c'est que dans mon template, il y a juste une partie qui est valide. Hein, c'est la partie légende des couleurs en haut. Puis le mot nos disponibilités. Puis les 10 tableaux que vous voyez en bas, je vais les remplacer avec d'autres images que j'ai déjà prépondues, que je vais vous montrer, puis que je vais colorier en fonction de mes disponibilités par programmation. Aujourd'hui, il va y avoir une autre vidéo qui va expliquer un peu plus les changements de couleur, puis tout, on va aller plus en profondeur dans le code. Là, je vais faire une survol de un peu l'architecture générale, puis un peu les fonctions principales. Ça veut dire que, grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que ici, j'ai mon template, puis on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça en finale. C'est que on va, si, admettons, j'ai 5 chambres de libre, mais je veux que ça soit colorié vert, puis plus que c'est complet, plus que ça vient foncer vers le rouge.
Puis j'ai des disponibilités de groupe, puis quand c'est en bleu, c'est réservé déjà en groupe. Puis quand c'est en gris comme ici, c'est que c'est disponible seulement pour que les groupes puissent réserver le gîte au complet. Ça veut dire que on y va avec ça, puis je vous explique que grosso modo ici, je vais fermer cette image de finale-là qu'on va avoir. Ça veut dire que je vais avoir des images de tous les mois qui s'appellent le nom du mois, puis je vais aller rechercher par programmation en fonction du mois. Puis en fonction de où est-ce qu'on est rendu, je vais amener. Là, on voit que c'est mars parce que j'ai commencé à faire mon template en mars, mais là, on est rendu en juin, on est, je pense, le 3-4 juin. Ça veut dire que moi, je vais venir coller en haut ici, à la place de mars, juin, puis je vais descendre, puis je vais coller ici. Puis j'ai déjà prédéfini toutes les possibilités d'images là. Je l'ai expliqué vite le dernier coup. Il y en a qui n'ont pas tout à fait saisi. Je réexplique rapidement quand même. C'est que j'ai fait une nomenclature qui commence par les 3 premières lettres du jour du mois, comme ici J-E-U, c'est pour jeudi. Ça veut dire que ce template-là, c'est un jeudi. Le premier du mois commence un jeudi. Puis -29, c'est un mois de 29 jours. Vous avez compris que c'était une année bissective du mois de février, 29 jours. Puis ici, j'ai fait toutes les possibilités. Il n'y en a pas une tonne, là, mais j'ai toutes fait les possibilités. C'est en février qu'il y en a plus que d'autres, là. Mais les autres, c'est toutes 31 ou 30. Puis pour les 7 jours, ça veut dire 14 possibilités, plus les exceptions du mois de février. Ça veut dire comme ici, lundi, ben écoute, dimanche c'est ici. Puis lundi, c'est ici, 31, parce que le mois 31. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, en fonction de la date, je vais aller modifier les couleurs dans l'image. Après, un coup, je vais recréer une nouvelle image avec les couleurs. Je vais aller coller mon affaire par-dessus là. C'est l'objectif, c'est ce qu'on veut faire. Dire que, avant de vous montrer ça, je vous montre un petit peu... je vais vous montrer un petit peu mon code. En fait, mon framework, là, je ne fais pas de programmation quand je fais des nouvelles fonctionnalités. Je vais ajuster bien sûr mon framework au fil des versions que je vais avoir les options. Mais tout est généré, autant ma BD, autant mes formulaires, c'est généré à partir de fichiers XML. Ça veut dire que si on part ici, dans la vidéo numéro 1, j'ai montré ma réservation. Je vous explique grosso modo, mais en XML, j'informe, puis je passe des paramètres, j'ai tout défini, mes affaires, c'est tout mon framework qui gère ça. Puis j'ai des types, puis on va vite redescendre ici, mais ici, je mets des lignes, je mets mes noms de champs, puis je dis que c'est un panel qui peut se sauvegarder, je mets à la table, puis tout. Puis tout se génère automatiquement, ça génère mon code. Ben, tu sais, ça veut dire ça génère tout le code dynamiquement en Swing. Swing, pour ceux qui ne connaissent pas Java, là, ça date du début de Java, sinon au début, là, je peux pas vous dire exactement. C'était quand même une vieille techno. Puis j'ai été surpris dans les dernières années parce que pendant la COVID, j'ai essayé de refaire des contrats, puis j'ai passé quelques entrevues. Puis moi, ça fait 15-20 ans là, à peu près que je développe ce petit framework-là, toujours en Swing. Puis il y a quelqu'un qui m'avait approché pour m'engager en Swing, puis moi je pensais que c'était désuet un peu, mais c'est très très utilisé Swing dans l'industrie militaire notamment, puis toutes les affaires dans, tu sais, où tu vas avoir des petits écrans personnalisés, machin chouette, dans les usines, machin chouette, c'est la madame qui m'a dit ça, qui m'a passé en entrevue, puis j'avais jasé un peu avec, puis j'étais bien surpris que quelqu'un voulait m'engager pour faire du Swing, des trucs de même, mais en tout cas, dans certains domaines, c'est encore bien utilisé, mais dans les systèmes d'information, on n'utilise presque plus ça. Là. C'est plus. Parce que Swing, ça permet de faire des applications. Tu pouvais même faire ça dans des applettes Internet, mais à ce stade, c'est plus utilisé. Mais tu peux faire des applications qui roulent sur ces ordinateurs, là, comme dans le bon vieux temps. Puis moi, avec mon gîte, j'ai pas besoin d'application web. Je suis tout le temps chez nous, puis j'ai besoin d'un gros écran. Je fais pas ça sur des tablettes. Puis vu que j'avais déjà un framework de commencer là-dessus, c'était plus simple pour moi de continuer là-dessus. Ça veut dire que, comme ici, là, je donne juste un exemple. Ici, je peux avoir des paramètres dans mon écran. Je peux dire que mon formulaire va être duplicable. Ça veut dire qu'il va mettre un bouton en bas pour dupliquer mon écran. Puis je peux mettre un bouton pour aller rapidement au premier enregistrement ou au dernier. Puis c'est configurable. Puis dans mes champs, mettons ici, je vais avoir duplicable true. Tu sais, je peux dire, quand je duplique un enregistrement, il y a des champs que je vais laisser à blanc parce que je sais que je vais tout le temps changer.
Puis il y a toutes sortes de trucs de même que je fais par programmation. Je vous explique pas tout ça en détail si vous voulez que je vous explique tout ça en détail. Puis quelqu'un m'a lancé un commentaire, il me disait: Hey, pourquoi tu vas cliquer sur un bouton là, quand tu veux générer ton image? Tu pourrais faire ça, ça la sauvegarde de chaque réservation. Oui, pour certaines contraintes, je ne voulais pas le faire à chaque fois. Je ne vous expliquerai pas tout ça, mais idéalement, à la fermeture du formulaire, j'aurais aimé ça le faire. Mais, tu sais, dans mon contexte de mon framework, c'est pas une ligne de code. Là, il aurait fallu que je me mette une option, que je le mette dans XML sur un événement de fermeture de formulaire. Puis, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais c'est un truc que je pourrais améliorer, là, effectivement. Puis, partir un thread qui fait qui génère les images puis qui transfère ça par FTP directement sur le site web. Ça veut dire que je regarde mes notes un peu. Là, on va y aller un peu dans le code. Ça veut dire que, comme ici, ma réserve. Ça, je peux juste vous donner un exemple. Ici, c'est ma définition de table. Là. Je vais générer une table ici avec tous mes champs. Puis, un coup que j'ai fait ça, mais ma BD, elle marche toute seule. Tu sais, je veux dire, ça va générer mes fichiers et tout. C'est tout en XML, ça enregistre les données en XML. C'est tout du texte, mais quand il va lire le texte, il va instancier ça en bon type de données, dépendamment du type que j'ai mis ici. Ça veut dire qu'ici, la longueur en Java, c'est des strings, ça sert à rien. En fait, c'est juste pour valider à la saisie que je vais récupérer la longueur du champ pour saisir maximum le nombre de caractères, puis c'est tout. Ça veut dire que ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des index group files que je vais appeler comme ça. Puis je dis, je peux, mettons, dans certains contextes, avoir un enregistrement par fichier XML. Si je veux, mettons, les clients, je vais avoir un fichier par client où je peux toutes les mettre, tous mes enregistrements, je peux les mettre dans le même fichier. Mais mes réservations, eux autres, j'ai un index group file qui me permet de les trier par année. Ça veut dire que je leur dis que j'ai un index à la date d'arrivée, puis ça va être juste les 4 premiers caractères. Ça veut dire que si on en regarde mon code, je ne vous montrerai pas le data, mais je vais juste vous montrer la structure dans la BD ici. Si je m'en vais dans data ici, mais vous allez voir que vu que ici, ça c'est mes tables, que tous mes enregistrements sont à l'intérieur, puis sont tous dedans. Puis, genre pour mes clients, mais je vais avoir, mettons, avec le code, un enregistrement à chaque. J'ai des données de test là. Puis ici, dans les réservations, mais là, vous voyez qu'il va récupérer les 4 premiers caractères du champ date d'arrivée qui se trouve être l'année, puis il va gérer un fichier, puis il va tout mettre mon data séparé par année dans le répertoire. Ça me permet d'optimiser puis de ne pas lire des trop gros fichiers aussi. Puis quand je load tout ça en mémoire aussi, ça veut dire que puis on travaille souvent quand je fais mes rapports de fin d'année, j'ai besoin de travailler dans les fichiers. Ça veut dire que c'est bien rare que je vais chevaucher de fichiers de réservation. Sauf quand je suis en transition d'année un peu, là. Mais c'est ça. Ça veut dire que ça, je vais fermer ça ici. Ça, je vais fermer ça ici. On n'a plus besoin de ça. Génération de rapport. C'est mon bouton, là. Ça veut dire que j'ai un autre type de formulaire ici qui implémente de quoi de mon framework. Puis c'est un formulaire d'action où il y a juste des boutons d'action qu'on peut mettre là-dedans. Ça veut dire que, grosso modo, ce que je dis, ben, je vais avoir un bouton pour générer mes disponibilités. Je donne l'attribut XML ici. Je donne un nom. Oh, excusez-moi. Puis ici, le label, ici, c'est le libellé du bouton. Puis j'ai le label qui est aussi pour le tooltip. Là, c'est quand tu passes ta souris directement sur le bouton, il va afficher une description plus intelligente. Puis ce qui est important ici, c'est que on va avoir la classe. Parce que là, vu que c'est un bouton qui fait quoi de particulier, c'est pas généré par le framework, il va implémenter un action button, mais il va avoir quelque chose, quelques méthodes qu'il va être obligé de redéfinir pour que ça marche bien. Mais il va avoir la classe ici, en passant, tout ce que je vais expliquer, quand à chaque fois que vous allez voir dans mon code IDV, ça fait partie de mon code à moi, c'est moi qui l'ai programmé. J'essaie autant que possible de ne pas l'oublier, mais ça fait partie soit de mon framework ou de mon code que je veux. Ça veut dire qu'ici, je vais copier ça ici, je vais ouvrir la classe ici pour voir ce que ce bouton-là fait quand je veux générer mes disponibilités. C'est que j'espère que vous voyez bien, j'ai doublé la taille des caractères. On voyait presque bien dans l'autre, ça veut dire que ça devrait être pas pire. Ça veut dire que là, j'ai deux types d'auditeurs là, qui m'écoutent. Là, c'est ceux-là qui ont
qui ont plus que 20 ans d'expérience en informatique. Puis j'ai ma famille là, qui ne savent pas ce que je fais, puis ils regardent ça, puis ils essayent de comprendre. Ça veut dire que je vais vous expliquer un peu des notions de base, mais je vais mettre ça un peu drôle, puis tout le monde va aimer ça. On va essayer que ça soit drôle. Ça veut dire que je vous avais dit dans vos vidéos que jamais je vais vous expliquer c'est quoi la programmation objet, mais là, je vais être obligé un peu d'expliquer un peu c'est quoi. Ça veut dire que ici, on essaie de regrouper le code informatique dans des fichiers qu'on va appeler des classes, qui est un objet. Classe, c'est un objet. Puis, il faut voir ça, un objet. Là. En fait, on va faire un peu de philo là, pour un peu synchroniser tout le monde sur la même affaire. Dans la vie, tous les concepts que vous voyez autour de vous, tout a besoin d'énergie pour marcher, puis tout a besoin d'entrain, puis il y a besoin de quelqu'un qui l'a créé pour que ça marche. Tu peux pas avoir... ça veut dire qu'une classe, grosso modo, si on fait un parallèle, tu as un projet d'avoir un enfant, là, tu vas écrire une classe, ça veut dire que ton objet d'enfant, il va s'appeler disponibilité générateur. OK? Ça veut dire qu'il est là, à un moment donné, il va avoir une action initiale qui va permettre la création de l'enfant. C'est là que je dis que ça va commencer à être intéressant. Mais ici, on a le constructeur qu'on appelle. En fait, c'est une fonction. Ça veut dire qu'elle a toujours le même nom que l'objet lui-même. Puis lui, on sait que c'est l'entrant, c'est par là que l'objet va être créé. Ça veut dire que lui, il va rien faire vraiment d'intelligent, là, le constructeur. On peut faire des choses intelligentes dans le constructeur, mais on essaie de limiter l'accès, puis pas faire trop de code là-dedans. Puis on va surtout appeler son parent qui l'a créé, ou pas le parent qui l'a créé, ou le parent duquel il hérite certaines propriétés. Ça veut dire que... Puis... il va y avoir des actions. Dans cet objet-là, ouais, c'est pas un super bon exemple, mais j'ai juste des actions publiques dedans. Mais les actions publiques, en fait, ça veut dire, grosso modo, c'est que tout le monde qui connaît l'objet, tous les autres objets de ton code, il pourrait appeler ces fonctions publiques-là. Mais tu vas en avoir des privés que juste l'enfant connaît. C'est genre l'enfant, il connaît ses pensées lui-même, puis tout ce qui c'est les mauvais coups qu'il fait, puis que personne ne sait. Il va y avoir aussi les protected, là, c'est tous les amis proches là, qui connaissent un peu. Ils connaissent les objets qui tournent autour, là, ou les parents qui héritent, ou ceux qui connaissent, ils vont être capables d'accéder par les propriétés protectées, puis public, c'est tout le monde. Ça veut dire, vous comprenez que pour créer un objet, tout le monde peut le créer, il faut que ça soit public. Normalement, c'est public. Ça veut dire que lui, cet enfant-là, là, lui, il hérite de IDV Button Action. Là. Lui, c'est une classe abstracte qu'on appelle. C'est une classe qu'elle, elle ne peut jamais être créée. Là. C'est une classe un peu inutile, mais qui va permettre de mettre un cadre au développement. On peut comparer ça, comme un fonctionnaire. Je veux dire, il est là pour encadrer tout le monde, là, mais ça donne la rigueur à tout, puis de la structure, puis ça amène du code intelligent, mais il fait rien, il fait pas grand-chose. Ça veut dire que je vous montre ça ici, ça veut dire que lui, l'abstract, il n'y a pas de code là-dedans, il va juste setuper le libellé, machin chouette, une chose générique, mais on ne peut pas inventer, on ne peut pas créer un bouton d'action. Mais par contre, on va dire... à chaque fois que tu vas faire un enfant de moi, tu vas être obligé de faire des trucs, par contre. Ça veut dire qu'ici, il y a une méthode abstract qui va dire que tu vas être obligé de redéfinir cette méthode-là. Ça veut dire que cet hmap param, c'est dans mon XML, dans mon action button, je peux y passer des paramètres. Dans celui qu'on a vu tantôt, attends une minute, je peux le retrouver. Il n'y en a pas par défaut, mais moi, quand que tu ne mets pas les paramètres, j'en construis tout le temps des par défaut. Là. Ça veut dire que je retourne là-dedans. Vous voyez que j'en ai d'autres. Là. Il y a les param ici, puis je passe le nom du paramètre, puis je passe un autre fichier de template ou en output. Puis dans le mien, ici, j'en avais pas. Ça veut dire que lui, j'en avais pas, mais je sais que j'en ai de besoin. Puis je sais que si je veux donner plus d'intelligence à mon bouton, ben, je peux y passer des paramètres. Sinon, il va prendre ceux-là par défaut. Ça veut dire que ici, grosso modo, le code, je ne pourrais jamais lancer mon programme si je n'ai pas redéfini cette méthode-là parce que vu que j'hérite des propriétés de mon bouton action, je ne pourrais pas
lancer mon code sans avoir défini ça. Ça veut dire que, grosso modo, mon framework, lui, quand il lit mon XML, il va construire un hashmap, puis il va passer à la liste des paramètres. Là, je m'assure que si la grandeur, je peux avoir maximum deux paramètres, puis c'est la date puis le nombre de mois. Ça veut dire que moi, par défaut, ici, si vous allez en haut, le nombre de mois est à 10. C'est pour ça que vous avez vu dans mon image, j'ai 10 mois. Ça construit 10 mois par défaut. Mais si je voudrais, je mettrais le paramètre, je dirais 5, mais tout mon code, s'il construirait mon framework, puis là, tu aurais des cases bleues par contre en bas, parce qu'il faudrait que j'ajuste mon template, puis que j'aille un template avec juste 5 mois au lieu de 10. Puis la date, ça c'est intéressant, par défaut, il prend la date du jour. Mais non, ça c'est le nom du champ qui contient la date dans le formulaire. Ça veut dire que, mais par défaut, si j'en mets pas de nom de champ, il va prendre automatiquement la date du jour. Ça veut dire que je ne me souviens pas exactement où ce que je l'initialise. Ah, c'est ici. Ça veut dire qu'ici, je dis si mon paramètre de nom de champ est vide, mais tu vas prendre la date du jour. Date utile, c'est juste un utilitaire de date qui me retourne toutes les possibilités de fonction des dates. Puis ici, je vais convertir la date parce que là, je vais aller la chercher dans un champ texte. Je vais la convertir en date, puis je vais la passer à mon générateur. Ça veut dire que là, cet enfant-là, lui, il a un comportement. Ça veut dire que lui, quand il est créé, dans le fond, il appelle là, il appelle son parent, puis il dit, c'est toi qui m'as donné un nom, là, c'est toi qui es capable d'afficher mon nom. Moi, je ne sais pas encore lire. Ça veut dire qu'il va. Je ne sais pas encore lire et écrire, ça veut dire que c'est son parent qui va faire ça pour lui. Puis, de toute manière, lui, il n'a pas l'intention d'apprendre à lire. Là, si son parent le sait, c'est pas comme les êtres humains. Nous autres, en informatique, on se passe pas de la connaissance. On appelle les mondes qui savent faire les trucs, hein, puis on ne veut pas faire du code pour rien. Ça veut dire que lui, il va le faire. Puis, ce que je fais, c'est que je passe ici, pour le créer, ce bouton-là, il a besoin de la connexion BD parce qu'il va faire des actions qu'il va avoir besoin de la BD. Il a besoin de la locale pour savoir la langue de l'utilisateur du système pour y afficher les libellés dans sa bonne langue. Puis en Java, à chaque fois que tu construis un bouton, il faut que tu y passes son parent. Il faut que le constructeur, à qui appartient le bouton, soit connu de l'objet. Ça veut dire qu'on va y passer son formulaire. Puis on va garder une trace de ça. Puis ça, c'est les codes de libellé, comme je l'ai marqué tantôt, vous avez vu dans mon XML. Puis ici, on fait juste définir, ça c'est une norme en Java, là, quand tu as des événements, mais tu vas construire tes événements dans le constructeur, puis tu vas juste définir la méthode dans laquelle il va être appelé. Ça veut dire qu'un action listener sur un bouton, il ne gère pas les double-clics là-dessus. Là. Aussitôt que tu fais une action sur le bouton, moi je lance ma procédure, parce que tu cliques, que tu double-cliques, moi je ne gère pas ça. Ça veut dire que ça me... Puis lui, dans le fond, il fait juste dire, à chaque fois que tu vas cliquer le bouton, tu vas appeler cette méthode-là, qui est juste un peu plus bas dans le code. Hein? Puis là, je vous explique grosso modo, j'ai déjà un autre objet. Hein? C'est un autre objet, c'est un autre type d'enfant que lui, il fait afficher une question oui ou non, puis tu réponds par oui puis non. Puis lui, pour y passer, il faut que tu y passes la locale, la langue du client. Puis le message que tu vas afficher, puis le formulaire qui va afficher le petit message box, là. Puis c'est ça. Puis lui, il va afficher ça, puis il va attendre. Tu sais, dans l'autre vidéo, je vous parlais que les électrons, ça courait dans le code, puis il aimait bien ça, là. Puis il y avait juste deux choses qui pouvaient les interrompre, là. C'est quand tu fais une interruption. Mais dans ce cas-là, lui, il va attendre la fenêtre, puis là, le code attend. Il attend là, puis tu sais, le système d'exploitation, lui, il peut faire d'autres choses en attendant. Mais c'est ça, lui, il va attendre. Ça veut dire qu'ici, après, quand l'utilisateur a cliqué oui ou non, là, le code va poursuivre tout d'une façon naturelle. Puis je vais arriver dans mon code, puis là, ça va aller le plus vite possible, là, puis ça va descendre, puis il va dire, l'utilisateur a-tu cliqué oui? S'il a cliqué non, il fait rien, continue, puis le bouton reste là, puis tu peux cliquer dessus, puis il va refaire ça jusqu'à temps que l'utilisateur comprenne qu'il faut qu'il clique oui pour qu'il rentre dans la fonction. Ça veut dire, je dis oui, tu as cliqué oui, là, merci. Là, on va générer la grosse affaire. Ça veut dire que là, j'ai mon disponibilité generator qui va se construire. Puis lui, comme, tu sais, quand je disais qu'il n'y a rien, tu sais, lui, on va le construire, il a besoin d'un entrant, il a besoin de quelque chose, il a besoin de parents, c'est son parent, lui, c'est le bouton, il va passer, il va créer de quoi. Ça veut dire que, tu
C'est un peu n'importe quoi. Si tu as ton frigidaire chez vous, ça prend de l'électricité. Si tu fais juste plugger ton frigidaire puis tu mets pas de légumes dedans puis tout, ça sert à rien. Ça veut dire que c'est comme ça. Ça veut dire que si tu le débranches et tes légumes sont dedans, ben, tu vas manger des légumes pourris. Hein. Ça veut dire qu'il faut tout le temps que tu aies un apport d'énergie, un apport d'entrée, puis toute fonction on pourrait faire une fonction qui ne fait rien, mais ça serait inutile. Dans le fond, ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'il y ait une utilité à la fonction. Ça veut dire qu'en fait, lui, son utilité, c'est de créer le visu, là, le visuel de mon écran. Ça veut dire que normalement, une fonction peut créer des choses ou peut retourner quelque chose. Ces fonctions-là, c'est marqué void ici en arrière. Ça veut dire qu'ils ne vont rien retourner en fonction, mais j'aurais pu retourner des choses. Je vais peut-être vous réussir à vous montrer plus tard dans le code d'autres fonctions qui sont un petit peu plus intelligentes que ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer. Là, je fais juste un petit super un view là, avec quelques infos. C'est-à-dire qu'ici, lui, mon constructeur, il se fait passer à la date de début, le nombre de mois. Il est générique. Comme j'ai dit, on pourrait faire ça avec plusieurs types de choses. Ça veut dire que, ici, je vais juste fermer ça ici. Puis, juste mettre un petit peu plus d'espace comme ça. C'est que, là, ça fait une couple de semaines que je fais ça, là, mais je vais essayer de me retrouver vite. Mais ici, ici, en fait, on va essayer de trouver la date de fin de la date plus le nombre de mois. Ça veut dire que j'ai un petit utilitaire de date. Tu dis, ben là, tu vas ajouter le nombre de mois à ma date de début. Puis là, ça va permettre d'avoir la date plus 10 mois. Puis, j'ai 4 grosses étapes là, dans mon processus. Ça veut dire que la première étape, ça va être d'aller lire la BD puis de générer les données préparées dans un émarchage là, assez intéressant à travailler là, pour pouvoir générer mes images. On va faire une pré-étape. On aurait pu tout faire ça en même temps, mais en informatique, on essaie de faire ça en étapes. C'est plus lisible. Puis on n'est plus rendu à l'époque qu'on a besoin de sauver énormément de performance pour réussir à gagner des secondes. Là, tu sais, je fais pas des affaires qui essaient de trapper les missiles nucléaires. Moi, là j'ai pas besoin de quart de seconde. Ça veut dire que si je prends un petit peu plus de temps, puis mon code est plus propre, c'est plus facile à comprendre, plus facile à entretenir. C'est le débat. Ça veut dire que, dans le fond, on prépare disponibilité liste. Lui, il va aller lire la BD. Il va me retourner les objets. On va juste aller voir, puis ça va être une liste doublement chaînée qu'on appelle. C'est que on va s'assurer que dans l'ordre que je vais mettre les items, ils vont ressortir dans le même ordre. Puis, c'est une liste de disponibilité maison, mer, montagne. Ça ne vient pas du langage Java, vous avez compris. C'est spécifique à mon gîte. Ça veut dire que je vais cliquer là-dedans. Puis ça, encore là, ça, c'est un autre objet. Mais lui, il est unitaire, puis il ne fait pas grand-chose d'intelligent. Mais il va surtout garder les informations cruciales. Ça veut dire qu'ici, j'ai la date de disponibilité qu'il va garder. En fait, lui, une disponibilité, c'est pour une date bien précise. On va dire quelles chambres sont réservées ou pas, si la chambre est fermée, si c'est un groupe réservé ou c'est indisponible pour un groupe. Ça fait juste dire ça. Puis, ici, j'ai un peu de redondance. C'était plus simple pour moi de me mettre une string de date. Ça veut dire que je ne sais pas trop si je l'utilise ou c'est du vieux code, mais je me suis mis à date. Puis je me suis mis à date en string. Quand je dis en string, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est une chaîne de caractères. Une date, c'est un objet date qui a plein de fonctions avec. Mais je pourrais dire, c'est comme l'afficher à l'écran, dans le fond. Ça veut dire que mais ça fait rien. Une string, tu n'as pas bien d'intelligence là-dedans, tandis qu'une date, tu peux dire, bah, ajoute-moi des mois, retourne-moi ton mois, ou tu peux jouer avec, tu peux y faire plein d'affaires. Ça veut dire qu'il est réservé chambre. Ici, c'est une. Vous comprenez que j'ai 5 chambres. Par défaut, toutes mes chambres ne sont pas réservées. Mais encore là, j'ai un constructeur public. Ça veut dire que le constructeur, lui, quand je veux construire une disponibilité pour une journée, ben, il faut que je dise, mais c'est pour quelle date. Il faut que je précise si pour cette date-là, je suis en vacances, il se close, si le gîte est fermé, ou si c'est pour un groupe exclusif, ou si c'est réservé pour un groupe, ou si ça a été réservé pour un groupe, par un groupe exclusif. Puis pour toutes les chambres, je vais y passer un booléen qui dit elle est indisponible, elle l'est pas, elle l'est, elle l'est pas. Ça veut dire que ça, c'est comme ça. Puis
Ça va tout setuper les données. Puis lui, il attend, puis il se souvient qu'il a été initialisé avec ces données-là. Puis ça reste dans la mémoire de l'informatique. Puis là, les électrons, ils entretiennent ça. Puis là, tu viens de baisser ta mémoire un peu. Ça veut dire que quand des fois, tu manques de mémoire sur un ordinateur, c'est parce que tu es un programmeur qui l'a trop rempli. Ça veut dire que, tu sais, ici, comme là, ici, True New Exception, en fait, je fais comme une petite règle de validation. Là, je me dis si pour une journée, c'est réservable pour un groupe, mais là, tu peux pas me dire que c'est réservable pour un groupe, c'est réservable en même temps, c'est un ou l'autre. Ça veut dire que je fais juste dire, là, je vais faire planter le programme au complet si le programmeur ou il y a un bug dans le système informatique. Puis je vais dire, je vais afficher un message dans mes logs, on va dire, là, pour que le programmeur puisse corriger le problème plus tard. Il va vérifier ses logs une fois de temps en temps, puis il va voir qu'il y a peut-être un bug dans ses affaires. Ça veut dire, des fois, c'est le fun de valider certains trucs de même. Puis, j'ai une petite fonction un peu plus. Là, il y a un petit peu d'intelligence ici. Ça veut dire que get nombre réservé, ça me permet, tu sais, quand tantôt j'ai montré mes couleurs, rouge c'est complet, vert, toutes mes chambres sont libres. Mais pour savoir ça, j'ai besoin de compter le nombre de réservés. Ça veut dire que dans l'autre exemple, j'ai montré une petite boucle là, qui tourne, qui affichait des trucs, mais on peut faire des choses plus intelligentes que ça. Ça veut dire que lui, il va boucler sur mon vecteur de booléen ici, qu'on voit qu'ici, qu'il y a 5 booléens dedans. Ça commence à l'indice 0 jusqu'à 4. Ça veut dire que lui, je dis, ben, tu vas tourner dans tout ce vecteur-là. Puis si la chambre est à true, en fait, c'est parce que ça peut être par défaut sont à false, mais je peux les avoir mis à true ici. Ben, à chaque fois que tu vas en avoir un true, tu vas compter le nombre de réservés, puis tu vas faire l'additionner de 1. Puis là, ici, on a une fonction qui est un peu plus intelligente. Dans le fond, elle, tu sais, les électrons là-dedans, ils aiment bien ça. Ils tournent, hein, puis ils vont vite, là, puis ils courent au plus vite possible. Puis ils savent très bien là, que eux autres, ils ont juste le goût de retourner à terre. Hein. Ça veut dire que quand ils arrivent ici, là, dans la fonction, ils vont tourner le plus vite possible. Puis ils savent que là-dedans, ils s'avient juste entre ces deux brackets-là. Là. Puis après ça, ils se retournent dans la terre. Puis la seule affaire que tu peux sauvegarder de ça ici, c'est le nombre de réservés qui va être retourné. Puis c'est le nombre de réservés. Puis en fait, ici, si on veut garder des éléments plus longtemps, ici, on va mettre les choses, on appelle ça dans le corps de la classe ici. Là. Ça, c'est des éléments un peu plus. Tu sais, il faut voir ça comme tantôt je parlais des paramètres. Ça, c'est les éléments un peu plus âgés là, qu'il ne faut pas trop qu'ils bougent. Là. Ça veut dire qu'ils restent ici, on fait juste leur affecter des états, puis ils restent en vie, mais ils consomment la mémoire tout le temps. Ça veut dire que, tandis qu'ici, là, quand ça va avoir sorti de la fonction, le nombre de réservés, il va le retourner au parent qui l'a appelé, mais ici, là, cette variable-là va être morte, elle va avoir libéré l'espace, mémoire et tout. Ça veut dire que c'est un peu ça. Ça va me permettre de mettre les bonnes couleurs puis par rapport au nombre de réservés. Ça veut dire ça, je vais fermer ici. Ça, c'est à mon data ici. Ça veut dire que lui, il m'a construit, mettons 10 mois, fait 10 mois fois 30,5 à peu près en moyenne. Il va m'avoir construit une liste avec tout un paquet de disponibilités pour chaque date. Puis il va les avoir classés en ordre croissant de date, à partir de la date de début jusqu'à la date plus 10 mois. Puis après ça, il va dire, ben là, on commence à être, on est en business, là, hein? On va commencer à penser à générer l'image, là. Ça veut dire que lui, en fait, lui, il va juste reprendre des éléments qui s'est fait passer au début aussi, là. Sauf que la date de début, lui, il a juste besoin de connaître la date de début pour savoir quand est-ce commencer. Puis, on va y passer le data. Ça veut dire que lui, dans le fond, quand je disais prépare disponibilité liste, ici que vous voyez à l'écran, ben lui, vous l'avez ici, il retourne de quoi? Ça veut dire que il retourne ici pour préparer la liste de disponibilité. Puis, ouais, ça, je pourrais vous montrer ça un peu. Ça va être un peu le data. Ça veut dire, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. Mais ici, c'est un peu à cause de service. Là. Il y en a qui vont séparer ça. Moi, j'ai fait ça dans la même classe. Là. Mais ça dépend des architectures. Moi, je ne suis pas trop à cheval là-dessus. Mais surtout quand c'est mes trucs. Là. Ça veut dire qu'ici, grosso modo, ici, on va. Ça, c'est la liste qu'on va retourner. On va la déclarer à vide. Par défaut, ce que je fais, c'est que
je construis toute ma liste dès le départ. C'est plus simple pour moi. Ça veut dire que je vais compter le nombre de jours que je vais avoir. Je vais boucler sur le nombre de jours. Puis je vais toutes les mettre à fausse par défaut. Puis après ça, je vais naviguer dans mes réservations. Parce que là, tu sais, la structure, c'est BD, c'est pas forcément la structure que tu vas avoir pour générer tes statistiques, générer tes images et tout. Ça veut dire que tu vas avoir plus une architecture qui va coller plus à la réalité de ton domaine d'affaires. Ça veut dire que ici, ma disponibilité par jour, vous comprenez, moi, à l'époque, je n'avais aucune idée que je finirais par faire ça un jour. Ça veut dire que j'avais travaillé dans des fichiers Excel, puis j'avais mis date d'arrivée, nombre de nuits. Là, je me rends compte, puis j'ai tout monté mes données là-dessus, puis je les ai importées dans mon système. Puis quand j'ai voulu faire ça, je me suis dit, ouais, ça aurait été plus simple quand même de ne pas mettre le nombre de nuits, puis de mettre la date d'arrivée, puis la date de sortie. Ça m'aurait facilité certains trucs. Mais là, ça fait juste peut-être quelques lignes de code de plus. Mais grosso modo, ce que je dis, vu que je voulais avoir mes disponibilités par jour, mais là, on comprend que quelqu'un peut arriver avant la date de début. Là, suivez-moi. Il peut arriver avant la date de début où ce qu'on est rendu. On est rendu le 3 juin. Je veux générer mes disponibilités pour le 3 juin. Mais il est arrivé 2 jours d'avance. Puis, il va rester 7 nuits. Ça veut dire que là, je me suis rendu vite compte que j'avais un bug. C'est que ces réservations-là, je ne les tenais pas en compte parce qu'elle n'a pas été cherchée parce que j'avais cherché mes réservations à partir de la date de réservation. La date du jour et la date de réservation. Mais là, j'ai juste fait un -14 quelque part, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je vais chercher mes. C'est peut-être dans l'autre écran de l'avant. Je vais chercher -14 jours juste pour être sûr de récupérer un peu plus de data pour que mes disponibilités. Je n'ai pas de réservation de plus que 14 jours, ça n'existe pas là, en tourisme, c'est bien en masse. C'est-à-dire que là, je vais les créer à la fausse. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que là, mes disponibilités spéciales. Hey, ça, j'ai oublié de vous montrer ça. Attends, il faut que je lance mon code. J'espère qu'il ne se mettra pas à compiler l'univers au complet. Vous êtes chanceux. Puis ici, saisir disponibilité spéciale. En fait, ça, c'est c'est quand je veux setuper mes vacances. Hein? Ça veut dire que j'ai deux types de disponibilité spéciale. C'est les jours fermés, c'est mes vacances. Puis les périodes réservables pour les groupes en exclusivité. C'est mes périodes grises, en fait. Ça veut dire que c'est une manière d'aller savoir quand est-ce que je vais mettre du gris dans mon tableau. Ça veut dire qu'avant d'aller voir mes réservations, je vais déjà setuper tout ce qui est fermé, puis tout ce qui est fermé, puis tout ce qui est pour mes groupes. Dans le fond, je sais qu'il n'y a pas de monde qui peuvent réserver d'une façon normale avec ça. Puis ça, je peux les configurer à partir de mon application, directement là. Puis c'est ça, ça veut dire si je fais suivant ici, vous voyez, j'ai un séjour, puis je peux tout avoir mes trucs là qui sont là, qui sont déjà setupés là, avec la date de début, date de fin. Ça veut dire que c'est ça qui est comme ça. Ça veut dire que ici, je vais fermer ça, sans enregistrer ça. Je vais refermer ça. On va retomber dans mon code. Puis là, je vais chercher toutes mes disponibilités spéciales. Ça, en fait, quand vous voyez du vert dans mon code comme site, là, ça, c'est du code en commentaire. Ça veut dire que j'ai changé d'approche ou j'ai voulu juste me mettre. C'est pas du code informatique, c'est juste du texte qu'on se met pour nous autres. Ou ça peut être de l'ancien code qui est plus bon. On le met en vert, puis l'ordinateur, il ne tient pas compte de ça. Là. Ça veut dire qu'ici, grosso modo, dans mon architecture, je vais juste boucler sur mes disponibilités. Puis ce qui est une disponibilité spéciale, là, ça veut dire que, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je vais aller chercher avec à partir de la date de disponibilité. En fait, je vais faire un range là, entre ma date de début et ma date de fin de ma disponibilité. Puis je vais boucler sur toutes mes disponibilités dans mon tableau que j'ai construit en haut, là, avec tous mes 10 mois de données par date. Puis je vais boucler dessus. Je vais trouver la première. Je vais aller trouver juste, en fait, ici, ce que je dis, c'est que je vais chercher la date, puis je trouve juste un enregistrement. C'est sûr qu'il va en avoir juste un parce que je boucle juste par jour parce que j'ai juste un enregistrement. Puis là, je vais dire, c'est pas compliqué. Titre disponibilité spéciale fermée value, là, ça c'est une constante. Là, si je clique là-dessus, ça dit c'est égal 001.
c'est ce que vous avez, le petit code tantôt, reculé de 2 minutes sur le vidéo, vous allez comprendre. Disponibilité spéciale exclusive value, c'est 002. Ça veut dire que je vais juste dire si ça égale ça, ben là, tu vas faire, si c'est une disponibilité spéciale de fermer parce que je suis en vacances, ben tu vas, cette disponibilité-là, tu vas la mettre à close. Qu'est-ce que je vous ai montré tantôt dans la maison Mère-Montagne. Ici, pour les groupes exclusifs, c'est la même affaire. Je vais setuper ici pour le mettre en gris. Après ça, j'affecte ma date d'une plus 1, puis je vais naviguer tant que je suis dans la date de début puis la date de fin que vous avez eu en haut. Je vais faire ça pour toutes mes disponibilités. Des fois, j'en ai pas. S'il n'y en a pas, il ne rentrera pas dans la boucle ici que vous voyez. While, en fait, ça veut dire que tu vas le faire tant que tu vas avoir trouvé. Tu sais, tantôt, je changeais d'enregistrement, mais c'est la même affaire. C'est dans le code, c'est qu'on change d'enregistrement, puis on le fait. Ici, en Java, ça, il faut avouer que Java, là, c'était dans les premiers langages qui ont extrêmement bien géré les exceptions, là. Hein? Vous savez, dans la vie, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tu as autant de meilleurs environnements puis de langage de programmation que tu as quasiment de programmeurs. Là, hein? Ça veut dire que meilleur environnement de développement, c'est sur Mac. C'est avec Eclipse, c'est mon environnement de développement. Puis c'est en Java, parce que je programme en Java sur Mac, puis sur Eclipse. Puis c'est sûr que c'est Java qui gère mieux les exceptions que n'importe quel langage, parce que c'est moi qui le dis. Ça veut dire que si je fais des jokes parce que j'ai travaillé un peu dans le monde Microsoft. Ça a pris une couple de décennies avant qu'ils commencent à bien gérer les exceptions. Puis devinez sur qui ils ont copié pour bien générer les exceptions. J'aime bien ça taquiner mes amis informaticiens. Ouais, c'est sûr qu'ils sont pas là pour se défendre pour dire les points forts de .NET et ces trucs-là. Mais pour les exceptions, il faut dire que avec C Sharp, c'est quasiment une copie, là, hein? Faut dire. Hein? Je vous agace un peu. Mais tout ça pour dire que dans tous ces objets-là qu'on a ici, il faut savoir que les électrons, eux autres, ils courent vite, puis ils cherchent toutes les failles, puis toutes les bugs dans ton système, puis s'ils trouvent une place pour sortir, pour aller mise à terre bas, là, puis sortir du système. Parce que c'est un peu de l'esclavage. Hein? Tu utilises des électrons, puis c'est pas à mode. Là, on commence. Tu utilises des électrons, puis il y a de plus en plus d'ordinateurs. Là. On a tout le temps peur qu'ils finissent en syndicat, puis qu'ils décident de plus rentrer dans les ordinateurs. Ça veut dire que nous, on est toujours un peu stressés. Ça veut dire qu'on va faire des trappes pour être sûr qu'il n'y ait pas de manifestation. Ça veut dire qu'on se dit que s'il y a des électrons qui essaient de sortir parce qu'ils ont pogné un bug dans le système informatique, puis c'était un number, format exception, tu as essayé de créer un nombre avec des lettres, là, il va sauter ici, puis on va le trapper, puis on va corriger notre bug. Puis ça élimine, là, c'est toutes les manifestations qu'on peut avoir des électrons qui pourraient nous donner des chocs électriques. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Ça veut dire qu'ici, grosso modo, ça, je fais juste le loguer pour le savoir, mais j'aurais pu faire un traitement, hein, puis dire enlever les caractères dans le nombre, puis repartir avec un nouveau nombre. Là. On ne fait pas des trucs dans le même, mais tout est possible là-dedans. J'aurais pu faire des fonctions qui génèrent les exceptions puis les erreurs qu'ils trouvent. Ça veut dire que SQL, ça, c'est un langage qui permet d'interroger ma base de données. En fait, mais j'écris pas de SQL dans mon code. Vous voyez ici, là, je vous explique rapidement, c'est que je me suis fait des objets qui génèrent mon SQL parce que ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai complètement inventé un nouveau langage de SQL qui interroge du fichier XML. Ça veut dire que je suis parti des objets de Java de record set de connexion, machin chouette, puis j'ai implémenté ça, puis j'ai redéfini les méthodes, puis je leur ai dit, ben, au lieu de faire des affaires que tu faisais avec Oracle, machin chouette, avec les bases de données standards, ben, tu vas lire dans des fichiers, puis j'ai implémenté ça. Ça veut dire que je peux générer du... J'ai pas tout fait. Hein. Écoute, je vais au fur et à mesure. Je génère une table à la fois, mais j'ai toutes les conditions where avec les or, les and. Je me suis amusé là-dedans, c'était bien le fun. Ça veut dire que quand que je veux faire un SQL Select, ben, je passe la connexion de la BD, parce que je pourrais avoir plusieurs connexions BD sur mon système. Je passe la table des réservations. C'est ma table qui contient mes réservations de, admettons, 2025. Puis je vais y passer les champs que je veux. Je veux la date d'arrivée, le nombre de nuits, le numéro de la chambre qui est réservé. Si c'est un groupe exclusif, puis si c'est annulé sans frais, annulé avec frais, excusez-moi. Puis ici, après que j'ai sélectionné les champs que je veux aller chercher sur ma BD, ben, je dis, ben, je vais filtrer parce que je ne veux pas tout avoir les informations. Ça veut dire que la date d'arrivée, je veux qu'elle soit plus grande ou égale à la date de début.
Puis je vais dire la date d'arrivée, je veux qu'elle soit plus petite ou égale à la date de fin. Puis elle, la date de début, mais j'ai mis moins 14 jours pour aller en chercher un petit peu avant. Là, c'est grosso modo, puis là, je dis, ben là, écoute, j'ai mon Tab XML Reader là, qui implémente une affaire de Java avec les record sets, qui lui va lire, je vais y passer mon SQL, puis il va me retourner un result set qu'on appelle le record set, là, qui permet de naviguer avec toutes tous les enregistrements de réservation. Là, c'est le hardcore un peu là, pour le data. Je vais vous en faire un dans cette vidéo-là. Puis après ça, pour les images, je vous en ferai un autre. Après ça, je vais arrêter ça. Je vais juste vous dire par les autres fonctions. Puis on s'en reprendra parce que, écoute, à mon âge, là, le cerveau, ça se fatigue vite. Puis là, je suis en train de manquer d'eau un peu. Ça veut dire que, grosso modo, là, il pogne les réservations en ordre croissant de date. Puis il va boucler sur une après l'autre. Puis c'est ça, tu sais, pour ralentir les électrons, faut faire des boucles, faut les faire tourner pour pas qu'ils faut exploiter l'esclavagiste de ça. Puis, faut pas qu'il se sauve. Ça veut dire qu'ici, là, on a la date d'arrivée. Ça veut dire que là, je vais apprendre de mon record set, puis je vais me mettre dans un type typé. Ça veut dire que getDate, lui, va me retourner une date. Quand je vous disais tantôt que c'est toutes des strings, mais lui, c'est lui, le getDate, là, qui va aller pogner la string, il va la transformer en objet date, il va me la retourner. Puis là, je vais pouvoir travailler avec une date. Puis le nombre de nuits, ben, le nombre de nuits, int, là, ça veut dire integer, là, ça veut dire que c'est un chiffre grosso modo. Puis le numéro de chambre, c'est un chiffre aussi. Booléen, là, c'est juste, c'est vrai, c'est pas vrai. Hein? C'est comme un 0 et un 1. Ça veut dire que il va me dire si c'est un groupe exclusif. Après ça, vous comprenez là, que ma réservation, c'est pas juste des nuits. Je peux avoir des 5 nuits. Ça veut dire que après ça, il faut que je book sur le nombre de nuits parce que mes données sont divisées par jour. Ça veut dire que là, je vais faire ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher pour la date à laquelle je suis rendu, je vais aller chercher la disponibilité de mon gros tableau là, que j'ai parlé tantôt. Puis normalement, ça c'est une autre affaire que je vous parle pas. C'est les affaires mal gérées. Là. Un peu les optionals là, en Java, c'est une grosse encapsulation de la donnée. Là. Ça veut dire que, grosso modo, lui, il va me retourner de quoi, puis c'est pour pas que ça plante ses nuls, là, pour ceux qui connaissent pas le terme optional. Je sais pas si c'est le même terme dans tous les langages. Mais là, il va falloir faire un if is présent pour être sûr de ne pas pogner le nul. Puis après, il va falloir chercher l'objet encapsulé pour avoir accès. Tu pourrais aussi faire des trucs dispo, puis avoir le if, puis faire une structure de même, mais ça vient vite bizarre parce qu'il y a des objets que tu peux pas aller chercher en dehors du brace comme je l'expliquais dans l'autre vidéo. J'espère que parce que j'ai recommencé une couple de fois, j'espère que je l'ai expliqué celle-là, mais c'est ça, il y a des trucs comme ça qui sont capotés un peu. Ça veut dire que des fois, moi, je préfère faire ça de même. Je dis est présent, puis je sais que mon code il est logique, puis il ne plantera pas, c'est nul. Puis, c'est ça. Puis là, je dis, si le groupe est exclusif ici, ben là, je vais le setter. Ça veut dire, si ma dispo est présent, je vais le setuper. Puis si ça, c'est juste pour setuper mes groupes exclusifs. Puis là, ta minute, où est-ce que je set Ah, chambre est réservée ici. Ok, non, excusez-moi. Ici, c'est mon groupe exclusif que je vais setuper. Puis ici, là, je vais setuper ma réservation de chambre. Si c'est pas en groupe exclusif, ça veut dire que si c'est pas réservé, c'est en standard. Je vais setuper avec mon numéro de chambre. Puis lui, le set ici, là, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne dans ma petite fonction que je vous ai montré tantôt, là, qui avait les choses ici. Ça veut dire que le set ici, il va dire le numéro de chambre moins 1, parce que dans le tableau en informatique, on commence toujours à 0. Hein, on commence à compter à 0. Puis pourquoi qu'on commence à compter à 0 en informatique? Ça, c'est une bonne question. Hein. Moi, j'ai une petite idée. Je suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est parce que c'est tous des 0 et des 1. Ils ont commencé avec le 0, puis et les tableaux, ils ont commencé ça avec les 0 aussi. Ça veut dire qu'il faut tout le temps descendre de moins 1 pour la réalité. Nous autres, les humains, on compte à partir de 1, mais l'ordinateur à partir de 0. C'est pour ça que je fais moins 1. Ça veut dire que, grosso modo, c'est que l'indice 1, il est ici. Hein. Si c'est pas ma première chambre, c'est 0 ici. Ça veut dire que je vais setuper et réserver. Ça veut dire que là, je sais qu'il est réservé. Je ferme ça ici. Puis là, je vais repasser. Ça veut dire qu'on peut retravailler plusieurs fois
sur la même journée, je peux repasser. Ça veut dire qu'ici, le dispo, il y a plusieurs chambres dans une journée. Ça veut dire il va repasser plusieurs fois là-dedans. Puis il va les réserver. Si ils sont tous réservés, il va passer 5 fois dans cette fonction-là pour les réserver. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va avancer de une date. Ça veut dire que la date d'arrivée ici, on va avancer, puis on va boucler, puis on va avancer de une date ici dans mon nombre de nuits. Puis on va aller chercher la prochaine dispo pour les nombres de nuits, pour les réservations qui ont plus qu'une nuit. Tout simplement. Ça veut dire que grosso modo, c'est ça. Pour le data, ça veut dire que ici, on était dans la même. Ok, non, j'avais une classe spéciale pour mon data, c'est vrai. Ça veut dire que pour mon data, j'avais fait une classe spéciale pour comme une couche de service en fait. Puis après ça, je vais faire juste un petit briefing pour faire une autre vidéo. C'est la grosse génération d'images. Ça veut dire que lui, dans le fond, il passe toutes mes données bien mâchées pour générer mon image, pour que ce soit plus facile, pour pas qu'on aille à se concentrer sur le data. Là. Ça veut dire le moins possible. Ça veut dire que grosso modo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher mon path d'image pour mes templates. Là, la fer bleue, je vous ai montré tantôt. Puis toutes mes petites images de calendrier qu'il va construire. Puis il va construire le fichier de template. En fait, le fichier de template, ici, on sait qu'il va être défini ici. C'est une constante ici. En fait, c'est une constante qui ne bouge pas. Là, c'est les personnes âgées. Là. Quand on met final, là, on sait qu'il n'y a pas personne qui va le bouger. Lui, il ne changera jamais d'état. Il va toujours rester comme ça. Ça veut dire que lui, le final ici, string ici, en fait, je définis, en fait, vu que j'ai le nom de fichier, puis le path qui pourrait changer, je construis le nom de fichier au complet pour aller pouvoir le lire. C'est juste ça. Puis là, on va rentrer dans la génération de l'image ici. C'est là que je vais juste vous expliquer la book 4 ici, les deux book 4 en fait ici. Puis, pour mieux travailler, on va aller chercher le premier jour du mois. Parce que, si je reviens ici, là, ça c'est le... Tu sais, là, c'est généré pour à partir du 2. Mais là, ça mettons que j'ai le mois de juillet ici, là, puis mettons, on serait le 4 juillet, puis je voulais générer le mois. Ça veut dire que vous comprenez que si je suis le 4 juillet, puis je veux générer mes images, fort j'affiche le mois de juillet. Mais le passé ici, le 1, 2, 3, ben, c'est du passé, ça veut dire que ça va être noir. Puis ici, il va falloir que je change, si vous regardez mon template, là, il va falloir que... attends une minute, je le retrouve ici. Mon template ici, mes carrés bleus, il va falloir que je les mette blancs. Ça veut dire qu'ici, comme ici en août, vous le voyez, ça veut dire que ils vont soit être noirs, soit être blancs avant la date du jour, parce qu'on ne veut pas afficher disponibilité de ce qui est passé pour les clients, ça n'aurait ni queue ni tête. Ça veut dire que c'est pour ça. Ça veut dire que dépendamment, je vais mettre du blanc ou du noir. Ça veut dire que ici, je vais me construire la date du premier jour du mois. Je vais aller m'en chercher. Puis ici, je vais aller chercher ma grosse image de template. Hein? Puis je vais aller à mon template. Puis ici, je vais déjà générer mon fichier d'output stream. Là, c'est le fichier final que ça va donner. Je vais déjà le préparer. Je vais dire à l'ordinateur, prépare-moi ça. Là. Ici, c'est des petites constantes qu'on se met ici. Vous savez que j'ai deux colonnes. Deux colonnes de mois, gauche-droite. Moi, je les ai appelées gauche-droite. Je les ai mis en finale pour pas que ça change jamais et qu'on soit sûr de ne pas se tromper. Puis en plus, si je vais déclarer un tableau de gauche-droite, à gauche à droite, moi, j'aime bien représenter la réalité telle qu'on la connaît. Hein. Tu sais, des fois, ça peut être un peu moins performant, mais les humains, nous, on va lire de gauche à droite. Ça veut dire que moi, j'ai décidé de générer gauche, droite, puis descendre de même dans mon template. C'est une façon de faire. Un autre informaticien aurait pu dire, moi, je vais descendre la colonne, puis après, on va faire l'autre colonne. Mais moi, je trouve ça plus naturel de suivre mon cerveau. Ça veut dire que ici, ce que je fais, c'est que ça, ah ouais, ça, il faut que je vous explique. Parce que, tu sais, quand je disais tantôt que quand tu commences de quoi, tu n'as aucune idée de où est-ce que tu vas pogner les problèmes, là.
Ça veut dire que moi, pour générer mon template, initialement, j'ai fait un print screen de number. Hein, là, je ne sais pas si c'est number ou le print screen qui a fait ça, mais tu as des lignes, tu as des colonnes, puis moi, je m'attendais que toutes les petites cellules avaient la même largeur, même hauteur. Non, c'est faux. Je me souviens pas exactement, il va peut-être dire un peu de niaiserie, mais il y avait 3-4 pixels de différence. Ceux-là, c'est les bords, ceux-là du centre, puis les pairs et impairs, ça pouvait varier de 3-4 pixels. Ça veut dire que j'en avais pas une qui était à la même grandeur, à part mettons, les paires du centre, puis tu sais, je peux dire un peu, c'est la même affaire avec les lignes. Puis là, moi, en commençant, tu sais, je t'assure que le jaune, c'était du jaune, là. RGB, il faut expliquer RGB. Red, Green, Blue. RGB, c'est des chiffres pour les 3 couleurs, des chiffres de 0 à 255, si je ne me trompe pas. Puis, ça va permettre de définir la couleur en mettant les chiffres, puis l'ordinateur, il comprend ça, puis il va te générer une couleur. Ça veut dire que le rouge, R, c'est sûr que lui, il va avoir un chiffre énorme, puis il va sûrement avoir des chiffres inférieurs pour les autres. Mais quand tu as une bordure noire, là, qui arrive ici, là, c'est pas juste du noir, mettons, 000 ou 255, je me souviens jamais c'est lequel, là, avec ma dyslexie, mais tu vas avoir une variation, là, entre le swing number ou le print screen, il a fait de quoi de beau, lui, puis il t'a un dégradé que tu vois pas forcément toi-même à l'œil nu. Ça veut dire que tu avais un delta qui pouvait varier de plus ou moins 30 dans le RGB, là, entre mes couleurs. Ça veut dire même chose pour les lignes grises comme ça. Ça, moi, initialement, quand j'ai généré ça le premier coup, je me suis dit, ah, c'est bien bizarre, c'est bien lettre. Mais c'est ça, c'est parce que là, moi, j'essayais juste de changer les couleurs avec le RGB que j'ai mis, mais que j'avais spoté, mais je n'avais juste spoté un pixel dedans, mais je me suis rendu compte que t'as pas ça pantoute. Ça veut dire que, grosso modo, mon bleu foncé, c'est pas juste du bleu foncé, il vient plus foncé, puis il peut venir plus pâle, puis c'est ça. Ça veut dire que, je dis ça de même parce que c'est un problème que j'ai rencontré, je vais vous expliquer dans l'autre vidéo. Puis là, grosso modo, ouais, c'est parce que j'arrive au rectangle. Ça veut dire qu'initialement, j'avais pensé faire une infrastructure qui va gérer, tu sais, c'est bien facile, toutes les affaires ont la même chose, mais il a fallu que je me fasse une classe avec mes rectangles, avec les coordonnées. Puis, chacun des rectangles du mois, gauche-droite, j'ai un rectangle qui va dire la position X, la position Y, puis il va dire la largeur puis la hauteur. Ça veut dire que. Puis ils sont pas tous pareils. Ça veut dire que ici, là, il y a un petit refactoring à faire. Là. Je vois qu'il y a une constante là, qui est à peu près pareille. Là. Je pourrais jouer là-dessus, mais en tout cas, je n'ai pas le temps d'arranger ça. Mais tu sais, il y a des affaires que j'ai été obligé de faire des ajustements de. Quelques ajustements de pixels pour gérer ces trucs-là. Puis il y a même des plages, je me souviens pas trop où, mais tu sais, j'ai été obligé de redéfinir encore plus précisément certains trucs pour que ça marche bien. Mais ça, c'est toutes des affaires qui sont. Et tu sais, quand l'informaticien, il faut qu'il recode des petits trucs de même pour que ça marche bien, là, ça le fatigue bien gros. Euh, ça veut dire que je descends ligne par ligne, mais je vais faire ligne gauche-droite, ligne gauche-droite, ligne gauche-droite. Ça veut dire qu'ici, je vais descendre dans mon tableau de. Je vais retomber ici. Ça veut dire que mon tableau ici, si je ne dis pas de niaiserie, il y en a 2 pour la colonne de gauche, la colonne de droite. Puis j'ai 5 lignes de tableau ici, avec les coordonnées qui sont définies ici pour tous les rectangles. Puis ici, gauche, j'ai mis gauche, à gauche c'est un 0, ça va me permettre de me faire des multiplications sans avoir d'effet. Puis 1, avoir le chiffre que je veux, en multipliant par 1 pour les mathématiciens. Ça veut dire que quand j'arrive dans mes emplacements gauche-droite, si, admettons, je suis en juin, je vais avoir 5 mois plus tard. Ça veut dire, quand je vais être rendu à faire la colonne de droite, ça veut dire que je vais juste multiplier mon emplacement par 5. Si je suis à gauche, ben, ça va multiplier par 0. Ça va donner, ça n'ajoutera rien au mois. Puis ça va ajouter, puis ça va me permettre d'aller chercher le mois. Ici, c'est sûr que si je génère mes disponibilités pour 10 mois, puis je suis rendu au mois de septembre, moi, vite arrivé au mois de décembre, ça veut dire que ici, je fais juste dire, ben, si tu dépasses 12, ben là, tu vas retirer 12 pour qu'on génère après décembre, janvier. Puis on va changer le mois de même. Ça veut dire que là, c'est juste pour générer le mois, dans le fond, le numéro du mois. Ça, c'est juste pour avoir le numéro du mois que je veux générer. Ça veut dire qu'ici, j'ai mon getMonth ici, là, que je vais y passer le numéro du mois.
Puis il va aller me chercher le nom du fichier. Tu sais, quand j'ai marqué... ça, c'est pas le calendrier, là, c'est le nom du fichier. On est rendu juste au nom du fichier janvier. Tu sais, la petite affaire que je vous ai montrée. Que lui, c'est le nom du fichier au complet. Ça va être janvier.png. Ça veut dire que lui, il va aller me chercher le nom du mois. Puis il va me mettre un nom de fichier. Puis il va le concaténer avec mon patte d'image. Puis là, je sais quel fichier aller chercher pour le placer. Ça veut dire que j'ai une fonction générique ici, je l'ai 2 fois. J'ai remplace le rectangle. Remplace le rectangle pour le nom du mois, puis pour le calendrier. Mais entre les deux, vous comprenez qu'il faut que je fasse mes disponibilités puis que je change les couleurs. Ça veut dire que si on va arrêter bientôt là. Ça veut dire qu'ici, mon image template, en fait, je vais y garrocher la nouvelle rectangle qui a été cherché. Le nom du mois, c'est pas compliqué, je ne le modifie pas, moi le chercher tel quel, je le mets. Les images ici, lui, il va générer image calendrier, il va changer les couleurs, il va me retourner l'image. Après ça, l'image, comme je dis, lui, il vit pas longtemps non plus, hein. Il va vivre, puis la seule affaire qu'il va me retourner, c'est, parce que là, si vous voyez ici, quand je disais qu'on retourne de quoi ici, il va me retourner l'image, en fait, puis il va tout faire un paquet de code, puis pour finalement retourner l'image, puis tout le reste de la fonction va mourir là, les électrons vont retourner à terre. Ça veut dire que c'est ça ici. Ça veut dire que lui, un coup qu'il va avoir les images coloriées, ben allez, il va rappeler exactement la même affaire parce que lui, il sait comment changer un rectangle quelque part. Il faut juste y passer les bonnes coordonnées puis une image. Puis lui, il remplace ça. Puis tu n'as pas besoin de la programmer 2 fois. Tu as programmé ça avec des paramètres. Puis c'est super le fun. Ça, c'est les parties le fun, là, quand tu peux récupérer du code. Ça veut dire que après ça, grosso modo, ce qu'il fait, c'est que premier jour du mois, il sera, le nombre de variables n'est pas bon, là, mais il va augmenter de 1. Ça veut dire que, puis il va repasser, puis on va avancer de même d'une journée, jusqu'à tous les jours de tous les 10 mois. Il va avancer comme ça de même, puis il va s'assurer d'être avec le... Puis il va faire ça ici. Puis en finale, grosso modo, il va prendre l'image templatée là, qui a été remplie avec les nouvelles images, puis il va juste l'enregistrer sur le disque dur. Puis après ça, je l'enregistre, hein, je n'aurais pas été obligé de l'enregistrer, hein, j'aurais pu l'enregistrer avec directement sur le serveur FTP là-bas, mais je préférais m'enregistrer une copie locale pour des fins de débogage, puis des fois, tu sais, ça me tente pas d'aller sur mon site web pour aller voir l'image, je clique dessus, c'est juste pour me simplifier la vie. Mais c'est ça, grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on va voir comment changer les pixels, machin chouette, comment j'ai fait ça. Puis, le transfert FTP et machin chouette. Ça veut dire, j'espère que vous avez aimé cette première partie-là. Puis, si vous avez des questions, puis j'ai dit des choses qui vous ont dérangé un peu, c'est pas grave, là. Les informaticiens, là, il y a des trucs que j'ai passé vite un peu, mais c'est ça, c'est grosso modo, c'est ça. Ça veut dire qu'ici, je peux juste vous montrer grosso modo, tu sais, le RGB que je vous expliquais, là, j'ai toutes mes RGB avec mes couleurs ici bien particulières. Puis, c'est mon range de remplacement. Je pense que c'est ça, là, c'est mon delta. Là, et je peux avoir jusqu'à 42 pixels de différence. Ben, pas 42 pixels, 42 RGB de différence pour faire mon delta, pour aller changer les affaires. Il y en a qui c'était 37, des fois ça va à 63. Là, pour aller réussir à changer tous les pixels, mettons noir, là, ça peut. Sur 255, c'est quasiment. C'est un gros delta. Là. Ça veut dire que c'est ça que j'ai appris, grosso modo. Ça veut dire qu'on voit ici la couleur verte là, libre, là, c'est le RGB 136, 250, 78. Le jaune clair, c'est 255, 240, 86. Puis j'ai toutes mis mes couleurs comme ça ici. Puis je les ai mis finales parce qu'on ne peut pas les modifier. Puis groupe seulement, le gris 213, 213, 213. Puis groupe, ça doit être le bleu, là. Est réservé par un groupe, ça c'est le bleu, 115, 253, 234. Si vous faites Google RGB 115, 253, 234, vous allez avoir exactement le même bleu que mon image. Ça veut dire que merci d'avoir écouté jusque-là. Puis, des fois, c'est le RGB, des fois, c'est en hexadécimal, faites attention. Bon, ben, à la prochaine. Puis, je vous souhaite... ça risque de prendre quelques semaines là, pour les prochaines vidéos. Ça veut dire, si vous avez le temps de gérer ça, réécouter ça 2-3 fois facile. Bye bye.